De la même manière que nous avons étudié la traction-compression dans la précédente vidéo, nous allons étudier cette fois-ci la flexion. Donc pour rappel, le torseur de cohésion dans un cas de flexion simple, j'ai un effort tranchant et un moment fléchissant sur deux axes différents. Si l'effort tranchant est nul, alors on parle de flexion pure, et s'il n'est pas nul, on parle de flexion simple. D'accord? Ça a déjà été dit dans une précédente vidéo. Donc, la déformation dans le cas d'une flexion. Dans le cas d'une flexion, ma poutre se tord comme ça, suivant un axe perpendiculaire à sa fibre neutre. Et j'obtiens, on en a déjà parlé, l'expression de la déformation pour un petit élément dx comme ça, epsilon x, donc le décalage du point sur l'axe des x, qui est égal à moins y, y étant la distance du point considéré par rapport à la fibre neutre, distance qui peut être positive ou négative, pardon, puisque c'est plutôt l'ordonnée de mon point. Ici, y est positif, mais il pourrait être négatif. Moins y, d θz. Donc d θz, c'est la petite rotation de mon élément de poutre, de ma section, hein, d'accord? Ici, on voit bien. Divisé par dx, la longueur du tronçon considéré. Cette formule-là n'est pas nécessaire à retenir, d'accord? C'est pas ça qui va nous intéresser pour étudier la déformation. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ça. C'est qu'on peut montrer, on trouve que l'expression de la contrainte dans une poutre en flexion, donc dans ce cas-là, l'expression de la contrainte, vous voyez sigma x, fonction de y. Sigma x, pourquoi? Parce que c'est une contrainte de traction ou de compression. On voit par exemple ici que le haut de la poutre est comprimé, alors que le bas de la poutre est tendu. C'est-à-dire que en se pliant comme ça, on vient écraser le haut de notre poutre, alors qu'on vient étirer l'extérieur de la poutre. Pensez au carambar que vous pliez. Vous étendez un côté et vous écrasez l'intérieur. C'est un peu le même principe, avec d'autres grandeurs, évidemment. Et donc, cette contrainte normale à ma section, donc sigma x, mais fonction de y, puisque fonction de la position où je me trouve par rapport à la fibre neutre, on peut montrer que c'est égal à moins mfz sur iz fois y. Y, vous vous rappelez, l'ordonnée du point considéré. Et donc, j'ai iz, le moment quadratique de la section droite S. Moment quadratique, vous ne savez pas encore ce que c'est, on va en parler juste après. Vous verrez que vous n'avez pas à savoir calculer un moment quadratique, mais seulement à savoir l'utiliser si on vous le donne. Et connaissant ce moment quadratique, on va aussi pouvoir trouver l'expression de la déformée. L'expression de la déformée, comment on l'obtient? Parce qu'on a la déformée, donc c'est l'équation qui régit la position de la fibre neutre, la forme que prend la fibre neutre lorsqu'on applique le cas de charge. Eh bien, pour déterminer cette déformée, on a, dans le cas que nous on considérait, c'est-à-dire le moment fléchissant est suivant z, et du coup ça se déforme suivant y, d'accord? On a l'expression suivante, le moment fléchissant en z, fonction de x, ici c'est pas écrit, mais attention, ce moment fléchissant peut être fonction de x, c'est égal à EI, alors E le module Young, IZ, le moment quadratique de la poutre suivant z, puisque j'essaye de la tordre suivant l'axe z, fois la dérivée seconde de la position en y de mon point x, d'accord? Donc la dérivée seconde de la courbe de la forme que prend ma poutre, d'accord? On va faire un exemple d'application avec le mât de l'éolienne. Et donc le moment quadratique, j'en parlais tout à l'heure, ce moment quadratique, il va caractériser la raideur de la poutre due à sa géométrie. La raideur liée à sa géométrie, et c'est défini pour IZ, donc la raideur pour faire tourner la poutre suivant l'axe Z, c'est défini ainsi, la raideur IZ de la section S, c'est égal à l'intégrale sur S, sur toute ma section, de Y carré, donc Y toujours l'ordonnée de mon point par rapport à la fibre neutre, ds, donc sur l'ensemble de la section. Et on peut appliquer le théorème de Huygens de la même manière qu'on l'avait appliqué pour les moments d'inertie lors des chapitres de dynamique et d'énergétique. D'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on met de la matière loin de la fibre neutre, donc plus y carré est élevé, plus j'ai un moment quadratique élevé, plus ma section est rigide. Alors ça, pour s'en convaincre, il y a un exemple qui est très classique. On va essayer de le faire sur la vidéo.
je prends ce tas de feuilles, d'accord? Je prends ce tas de feuilles. Vous voyez peut-être pas très bien, je ne sais pas. Hop. Je prends ce tas de feuilles. Si j'essaye de le plier ici comme ça, c'est extrêmement simple, d'accord? Ma matière, si j'imagine que ma poutre c'est cette feuille, voilà, je peux même pas la tenir sous son propre poids, elle tombe, d'accord? Maintenant, je reprends la même quantité de matière, mais je l'enroule, d'accord? Je l'enroule comme ça. J'ai la même quantité de matière, mais vous voyez, ma fibre neutre, qui est l'axe qui passe au milieu de ma feuille ici, hop, j'ai du mal à viser, mais voilà, ça c'est la fibre neutre, donc vous voyez, j'ai augmenté y carré, puisque y part dans un sens, puis dans l'autre, d'accord? J'ai x comme ça, y comme ça, et z qui vient vers vous. Z il est là. Voilà. Et donc là, vous voyez que déjà, elle tient sous son propre poids, cette feuille maintenant, parce que j'ai augmenté le moment quadratique. Et même si je force, elle ne va pas plier facilement, parce que j'utilise ma matière intelligemment en augmentant le moment quadratique, parce que je mets de la matière loin de la fibre neutre, pour que lorsque j'essaye de tordre, j'ai plus de matière à comprimer d'un côté et à étirer de l'autre, d'accord? C'est ça l'idée du moment quadratique. Et donc, dimensionnement, bon bah on est proche de ce qu'on avait vu en traction-compression. Si on veut faire un dimensionnement en contrainte, ça veut dire qu'on va vouloir avoir la contrainte max que je vais obtenir grâce à cette formule, hein, d'accord? Je connais le moment fléchissant, je vois en quel point il est maximal, je prends le y qui maximise la norme de cette contrainte et je vais avoir la contrainte max. Je veux que la contrainte max soit inférieure à la limite élastique divisée par le coefficient de sécurité. Donc que la valeur absolue de mfz sur iz fois y max soit inférieure à ma résistance pratique élastique. Et en déformation, on verra un cas dans le TD. Alors si maintenant, nous essayons d'appliquer et nous essayons de déterminer la flèche de notre mât d'éolienne, d'accord? Pour déterminer cette flèche, nous allons avoir besoin de la formule qui est ici, d'accord? Ici. Donc, pour rappel, on avait obtenu le torseur de cohésion suivant. Donc on voit bien qu'ici, j'ai mfz qui est fonction de x. Attention, c'est important. Et donc la formule du cours, elle donne quoi? Elle donne que mfz, c'est égal à e iz y seconde de x. Ça, comment est-ce qu'on peut l'écrire? On peut se dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image de la déformée, c'est-à-dire la dérivée seconde de y. Y, c'est donc l'ordonnée de ma poutre une fois déformée, puisqu'on est d'accord, ici j'ai x. Donc là, c'est la fibre neutre de ma poutre. Avant déformation, ma poutre, elle doit avoir cette forme-là. Et là, c'est y. Mais une fois qu'elle va être déformée, elle doit avoir une forme peut-être un peu comme ça, d'accord? Là, j'applique une charge ici. Et donc ça, c'est le y seconde de x, c'est ça qu'on appelle ici y de x, d'accord? Donc c'est la dérivée seconde de cette droite, de l'équation de cette droite, de cette courbe, d'accord? Et donc, ma loi du cours, je peux l'écrire y seconde égale mfz de x, c'est-à-dire plus le moment est grand, plus je vais avoir une dérivée seconde importante, mais par contre je divise par les raideurs. Plus E est grand, plus ma dérivée seconde sera petite parce que plus j'aurai peu de déformation, et plus IZ sera grand, plus Y seconde sera petit, parce que ça représente la raideur de ma poutre. E pour le matériau, I pour la géométrie. Et ça, c'est la charge. Donc nous ici, pour le cas du mât de l'éolienne, je n'ai aucune idée de ce que vaut E ou IZ, c'est pas grave, je vais calculer en fonction de E ou IZ. J'ai donc Y seconde de X qui est égal à moins F facteur de L moins X divisé par E fois IZ. Ok? Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? Bah ouais, parce que je sais qu'ici j'ai un encastrement. Donc, ce point-là ne va pas bouger. Donc j'ai y de 0 qui est égal à 0. D'accord?
Et l'autre chose que je sais, c'est que y' de 0 est égal à 0 parce que je n'ai pas de pente au début de ma poutre puisqu'elle est encastrée. Elle ne peut pas tourner et se retrouver comme ça, d'accord? Ça voudrait dire que ici ça a cassé. Or on ne se place pas dans ce cas-là, nous, d'accord? On est avant la rupture, on travaille toujours dans le domaine élastique. Donc, j'ai y de 0 égale 0, y' de 0 égale 0. Donc j'intègre, ça me donne y' de x est égal à moins fl x divisé par eiz et plus f x carré sur 2eiz. D'accord? Bon. Pourquoi est-ce que je ne mets pas plus une constante? Parce que quand x égale 0, j'ai y' qui est égal à 0, donc là, plus 0. D'accord? Et donc y de x, c'est égal à quoi? C'est égal à moins fl x carré sur 2 ize, pardon, plus f x cube sur 6 eiz. Plus 0 toujours, puisque mon ordonnée à l'origine est nulle. Ce qui me donne au final l'équation de ma déformée. Je sais où se trouve chaque point de la fibre neutre en fonction de x.